Ryan Little. Allez, on est parti pour cet apéro mercato. On va passer en revue un petit peu les rumeurs. Il y en a beaucoup, hein, des rumeurs, parce qu'on attend les vraies infos, on attend les vraies signatures, mais pour l'instant, c'est beaucoup de rumeurs. Et avec moi, j'ai Becca. Merci Becca d'être là. Merci Ça va pour l'invitation. Bon, on n'a pas le soleil, hein, c'est ta faute, c'est ça? Voilà, c'est toi le chat noir? C'est l'histoire de ma vie. Ah. Ouais. On a la musique qui Petit s'active. instant musical, Voilà, lounge. c'est ça. Bienvenue dans l'instant musical lounge. J'espère que Ryan, au niveau du son, c'est bon. Impeccable, on me fait signe que ça va. On va commencer tout de suite avec la grosse rumeur côté arrivée. Et c'est le petit joueur du FC Barcelone. Je dis petit parce qu'il est encore jeune. C'est Konrad de la Fuente. On en a parlé déjà avec Franek sur notre chaîne plusieurs fois. Donc là, il y a des nouvelles infos. Donc on peut en parler avec toi, Becca. Donc je rappelle juste que c'est un joueur de 19 ans. Il a 17 minutes en Ligue des Champions la saison dernière. C'est ce qu'il avait. C'est un peu fort quand même. Si on pouvait baisser le son, s'il vous plaît, messieurs. Lounge, on est sur du lounge, ça va. Lounge, on accepte. Je reviens à mon De La Fuente. Il y avait un deal annoncé avec le Barça et Sport nous a confié hier qu'en fait l'OM et le FC Barcelone n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que d'un côté, l'OM veut un prêt avec une option d'achat de 5 millions d'euros, non obligatoire, alors que le Barça veut un transfert 5 de 5 millions avec une clause de rachat à 10. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas trop d'accord. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Jeune joueur de 19 ans, un ailier percutant, tu as vu peut-être des vidéos un peu sur Oui, YouTube. oui, Qu'est-ce que tu penses de ce profil? Après, au niveau des vidéos, ça peut être révélateur, mais on a vite fait de faire un best-of sans voir les mauvais côtés du joueur. Donc j'ai toujours tendance à être méfiant vis-à-vis des vidéos YouTube, mais il y a eu des retours sur des gens qui suivent vraiment la Masia. C'est un jeune qui est très prometteur et percutant, et je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup. Alors la question qu'on s'était posée la dernière fois, on parlait avec Ben lundi, c'est quand même un ailier gauche. Enfin, il joue surtout à gauche. Il peut jouer à droite, mais il joue surtout à gauche. Est-ce que ça ne rajoute pas encore de la concurrence à un poste où on a quand même pas mal de monde? On a Luis Enrique qui a été recruté. On sait aussi que Payet peut éventuellement, même si ce n'est pas son poste préférentiel, dépanner à ce poste-là. Et on a surtout Radonjic qui revient de près, qui n'a pas été acheté par le Hertha. Est-ce que ça ne va pas faire un embouteillage un petit peu à ce poste-là? Après, ce qui est bien, c'est que c'est de la post-formation. Donc, je pense qu'il, même sans être titulaire directement, surtout que Luis Enrique a quand même performé, il pourrait nous apporter de la profondeur de banc, chose qu'on n'avait pas trop. C'est ça, tu as un atout pour effectivement un super sub qui va un peu te faire exploser les défenses. Exactement. En fin de match. Après, sur les profils, maintenant, on a toujours tendance à faire jouer des droitiers à gauche pour la percussion, tout ça, parce qu'on ne demande plus de centrer. C'est vrai. Comme les défenseurs latéraux sont de plus en plus offensifs, on ne demande plus à l'attaquant de le faire, de déborder, de centrer. L'attaquant va directement chercher à percuter. Et à frapper. Voilà, à rentrer sur son bon pied et à frapper. C'est ça. Alors je rappelle qu'on évoque quand même un contrat de 4 ans pour De La Fuente. Dossier à suivre, c'est encore en discussion, mais il y a quand même un petit gap entre les deux parties. Allez, on va passer à la grosse rumeur côté départ. Et ce n'est pas Milik, non, c'est Tchaleta Tsar. On a parlé aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est Zila Tetic qui a évoqué l'intérêt de West Ham. Alors le seul truc qui pourrait être problématique, c'est que l'offre qui n'est pas encore faite pourrait être seulement de 15 millions d'euros. Est-ce que toi, à 15 millions d'euros, tu laisses partir Tchaleta Tsar? 15 millions, c'est assez peu, vu ce qui avait été proposé l'hiver dernier par Liverpool, il me semble. Ça resterait quand même un sacré regret. Parce que même le joueur, par la déception qu'il a pu avoir, son départ. Je pense qu'il a le départ avorté, je pense qu'il n'a pas tout donné. Ouais. Ça s'est ressenti sur le terrain, donc au bout du compte, on se demande pourquoi il n'est pas parti cet hiver. C'est ça. Après, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé un accord avec Liverpool, mais moi je trouve que là on le fracasse un peu, Tchaleta Tsar, mais je pense que ça reste un joueur avec des qualités. Et effectivement, je pense qu'il a plongé mentalement depuis son départ raté. C'est quand même un joueur avec il a clairement le potentiel pour jouer dans un bon club de première ligue s'il retrouve ses capacités. Après, est-ce que l'Euro, ça peut être une vitrine? Contre l'Angleterre, il était un peu en difficulté quand même. Il a été en difficulté, mais il a été présent quand même. Après, on voit par rapport à son physique, très imposant. C'est ça. Sur quelques longs ballons, il a montré qu'il était là. Alors, on sent que le degré d'implication n'est pas le même en équipe nationale et sur la fin de saison avec l'OM. Effectivement. Je pense que oui, là, contre l'Angleterre, il avait quand même des clients en face. Sur les prochains matchs, ça peut faire remonter sa cote. Sa cote et
je pense que stratégiquement, c'est pas le bon moment pour laisser partir. Donc, c'est plus pour temporiser, ouais. Attendre la fin de l'Euro. Il faut rappeler qu'il avait été quand même payé 18 millions d'euros plus des bonus. Donc voilà, si l'OM, bon, on va être la team amortissement, on va pas rentrer là-dedans, mais l'OM a déjà amorti une partie de ce transfert. Allez, on va passer aux infos en vrac parce qu'il y en a beaucoup. Je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de noms. Et encore, on n'a pas tout mis parce qu'avec Longoria, il a son téléphone qui chauffe. On va commencer avec Balerdi, c'est un joueur qu'on connaît bien. Ça discute. Alors si d'un côté Bild avait annoncé un accord autour de 11 millions d'euros, RMC de son côté estime que rien n'est fait, mais que ça discute. Et l'OM ne voudrait pas payer. Voudrait même payer moins de 10 millions d'euros. Toi, qu'est-ce que tu penses du joueur et du prix qu'on demande, dont on parle actuellement? Le joueur, on a eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Gros potentiel, des fautes, des erreurs de jeunesse, on va dire. Concentration, quoi. Ouais, voilà. Après, pareil, c'est de la post-formation, il est encore jeune. Et il a un gros potentiel sur les longs ballons, sur les interventions défensives. Il fait un peu trop de fautes. L'option à 15, ça me paraissait élevé énorme par rapport à son niveau. Et après, 10, 11, ça devient déjà plus. C'est ça, pour toi, c'est un prix qui peut être cohérent. Quoi. 15, ça fait beaucoup, sachant qu'il ne jouait pas beaucoup à Dortmund non plus. C'est vrai. Donc, on parle de Balerdi, là, je ne l'avais pas marqué dans mon programme, mais on peut dire un mot. On parle aussi de David Luiz, qui est vraiment tout autre profil, parce que c'est un joueur plus expérimenté, 34 ans. Libre de tout contrat, mais qui va avoir quand même un salaire qui va avec son palmarès, j'ai envie de dire. Mais est-ce que David Luiz, déjà, c'est un joueur qui te plaît? Et est-ce que lui aussi, c'est pas un joueur qui a ce défaut-là d'avoir des sautes de concentration? Oui, et je trouve sur le déclin quand même. Ouais. Après, je regarde, oui, par rapport à sa carrière, c'est un nom, mais il est sur le déclin. C'est plus le David Luiz d'il y a quelques saisons en arrière. Chelsea. Il est passé par un petit club en France. Qui était tranchant. Mais même en passant par ce petit club, il a rendu hommage au Vélodrome. C'est vrai. C'est un connaisseur de football. C'est un Brésilien. Exactement. Et non, ça ne m'emballe pas des masses. Ouais, surtout que j'ai l'impression que Longoria veut mettre en place une grille salariale qui est plus cohérente que par le passé. Ouais. Ils se sont débarrassés de pas mal de gros salaires. Même en arrivant libre, David Luiz, il rentrerait dans la star. La star. Supérieure. Et il faut de l'expérience pour cadrer les jeunes, les Balerdi et compagnie. Mais ce profil-là, David Luiz, ça ne me fait pas rêver du tout. Moi, je suis sur la même longueur d'onde que toi. C'est vrai que ça ne m'emballe pas trop. Après, je parle là du profil, pas de David Luiz parce que je ne suis pas très emballé. Mais je ne suis pas sûr que Alvaro, par contre, ça soit vraiment ton défenseur cadre. Tu vois, je pense qu'il a un bon état d'esprit, il a un bon niveau Ligue 1. Mais si tu veux aller plus haut, pour jouer avec Balerdi par exemple, si tu joues avec Balerdi, il faut peut-être trouver un taulier en défense. Et pas David Luiz, mais peut-être un joueur d'expérience, effectivement, comme l'a fait Lille avec Fonte, où ça a très bien marché. Il faut un profil comme ça. Tu es d'accord avec ça ou pas? Bien sûr. On prend sur la saison, il me semble 47 buts. Ouais, c'est énorme. C'est trop. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de cadeaux, il faut de l'expérience. Comme tu l'as dit, Alvaro, bon joueur, peut faire le travail. Le quotidien en Ligue 1, quoi. Voilà. Mais sur les gros matchs comme contre Paris, tu vois qu'il perd ses nerfs, qu'il est focus seulement sur Neymar, ce genre de choses-là. Tu vois que le niveau, même en Ligue des Champions ou quoi, c'est un bon défenseur, on ne va pas le dire. Non. Il va apporter des choses. Il peut encadrer aussi les jeunes, mais c'est pas rassurant non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Donc on verra si l'OM trouve un défenseur central. C'est vrai qu'il y a des pistes, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a eu des jeunes joueurs. On ne sait pas, on parle du jeune Badé de Lens aussi. Il y a eu quelques noms comme ça. On ne sait pas vers où ça va aller. Allez, on va passer à un autre nom parce qu'il y en a beaucoup. C'est encore un joueur du FC Barcelone, encore un joueur de la Masia. C'est Collado Alex. On en a parlé aussi avec Franek, avec Ryan qui est là aujourd'hui. C'est Collado, il peut jouer ailier droit, il peut jouer aussi un peu meneur de jeu ou second attaquant. 22 ans, sous contrat jusqu'en 2023. C'est un joueur qui a une technique assez léchée, mais ce que nous expliquait Franek, c'est qu'il a un bon niveau. Je crois que c'est même le capitaine de la réserve qui joue en Division 3 en Espagne. Mais il n'a peut-être pas le niveau pour aller jouer avec les pros. Est-ce que ce genre de profil, ça t'intéresse ou tu te dis encore un jeune de plus qui pourrait ne pas réussir à l'OM? Après, si on compare la Masia vis-à-vis de l'équipe 1 du Barça, voilà, c'est ça. Si on compare ces joueurs-là à l'OM, on est quand même dans un niveau intermédiaire. Donc ils peuvent s'imposer chez nous.
J'ai vu quelques vidéos aussi, puis c'est un joueur dont on entend énormément parler, même avant qu'on en entende parler à l'OM. Et très fort sur coup de pied arrêté aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Il met des coups francs directs. Nous, ça fait un moment qu'à ce niveau-là. On n'a pas un Payet normalement qui est censé. Oui, Payet de West Ham. Oui, voilà, c'est ça. Là, ça fait un moment que les coups de pied arrêtés sur le coup franc direct, c'est pas terrible. Vrai. Pour moi, des joueurs comme ça qui s'entraînent, on en a parlé tout à l'heure, régulièrement avec des Messi, des Griezmann, ils sont obligés d'être au-dessus. On ne peut pas comparer ces profils-là avec des jeunes joueurs de notre centre de formation. On ne peut pas se le permettre. Pour moi, ce type de joueur peut exploser en Ligue 1. Ça peut être un bon pari et ça peut être aussi un flop. Je me souviens, Nassim nous parlait de Mboula. Tu te souviens, ce jeune joueur qui a signé à Monaco, qui a été prêté, etc. et qui a du mal à passer le cap, alors que tout le monde le voyait comme un petit phénomène. Et il faut se méfier aussi de ça. C'est que le monde pro, c'est pas la division 3, même espagnole, même si tu es dans un grand club. Donc c'est toujours un petit peu ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de noms. Je suis pas sûr qu'ils prennent 2 joueurs de la Masia d'un coup. Donc surtout que c'est apparemment les 2 plus prometteurs. C'est ça. Donc à suivre. Ça coûte quand même aussi de l'argent. Le Barça, ils vont pas les laisser partir pour 0. On va passer à un autre nom. Là, c'est un autre profil. C'est Valentin Rosier. Alors je me souviens de ce nom-là, il était déjà apparu quand il jouait encore à Dijon. Là il a parti au Sporting, donc il a 24 ans, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Sporting. Il était prêté en Turquie la saison dernière, il a joué 33 matchs, il a 7 ou 8 passes décisives, je ne me souviens plus. Donc ça c'est un profil pas inintéressant. Ça ressemble plutôt à des plans B comme 111 pour le poste de latéral droit, si notre ami Lirola ne revient pas. Mais parce que comme doublure, est-ce que tu vas chercher Rosier? Je pense pas, non. Non, c'est vraiment un titulaire pour toi. Pour moi, c'est un titulaire. Exactement. C'est pas. Non. Si la piste se concrétise, ça veut dire que obligatoirement celle de Lirola n'est pas allé au bout. Ouais. Toi, ça te trouve ça intéressant d'aller s'intéresser à Rosier ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, il a été suivi il y a quelques saisons déjà. Et puis, malgré le fait qu'il ait été prêté, peut-être qu'il ne s'est pas adapté au championnat portugais non plus. Mais il a fait une bonne saison en Turquie en tout cas là. Oui. Bah, ça peut être très intéressant. Surtout à ce poste-là, on perd Sakai. Oui, c'est vrai, qui était polyvalent en plus. Voilà, il va falloir combler. C'est vrai. Donc, à suivre, Rosier, en tout cas, c'est une piste. Il y aurait des négociations en cours avec le Sporting. À suivre. Du coup, je vais en parler pour parler un petit peu de. Je vais en profiter pour parler un petit peu de Lirola, parce qu'il y a eu quand même des petites infos là ces derniers temps. On nous parlait d'un montant de 15 millions d'euros quand même. La FIO qui est en train de faire monter les enchères. Mais il s'est passé quelque chose, ça a été officialisé ce matin. C'est quand même Gennaro Gattuso qui claque la porte. Donc est-ce que ça peut sauver l'OM dans le dossier Lirola? Après, c'est un jeu de poker menteur. On n'a pas levé l'option au moment où il fallait. Peut-être que Longoria s'est dit stratégiquement, si le profil ne leur convient pas, ils vont le lâcher à moins. Voilà, ça peut être dangereux. Je ne pense pas que ce soit seulement lié à Gattuso. Non, mais Gattuso, on sait qu'il voulait le garder en tout cas, enfin selon les médias italiens. Ce qui a été dit par le club, mais après, quel que soit l'entraîneur suivant, ils ne vont pas dire on n'en a pas besoin, prenez-le. Bien sûr. Après, tu as des entraîneurs comme Gattuso qui ont un caractère et qui peuvent donc essayer d'imposer le fait que ce joueur-là, je veux qu'il reste, etc. Tu vois. Sûr. Après, peut-être que ça a pesé dans la balance de sa décision. C'est possible. Apparemment, c'est un désaccord avec Mendes. Ouais. Et peut-être que ça faisait aussi partie de ce qui est parlé entre eux. On espère que ça sera une bonne nouvelle pour l'OM et qu'on pourra donc récupérer Paul Lirola avant la fin de l'été. Ça serait une bonne nouvelle, même assez tôt, ça serait même mieux pour travailler, pour notre ami Sampaoli. Allez, on va passer maintenant au dossier des attaquants parce que là, il y a des noms qui sortent. Et je vais commencer déjà par l'attaquant, moi personnellement j'aimerais garder, c'est juste j'aimerais garder Milik. Je ne veux pas entendre parler des autres en fait. Et là, il y a une bonne nouvelle parce qu'a priori, la Juve va prolonger Morata d'une saison et s'intéresse aussi à Vlahovic, alors je ne sais jamais comment ça se prononce, l'attaquant de la Fiorentina qui a fait une énorme saison. Donc ça voudrait que la Juve aurait d'autres pistes et donc pourrait au moins, ça ferait un prétendant de moins. Ça c'est déjà une bonne nouvelle pour l'OM. Ah oui, bien sûr. Après la tendance était que même lui dans ses déclarations, au départ on avait d'énormes doutes et dernièrement, même avant la blessure annoncée en équipe nationale, il disait qu'il avait envie de rester, que le cadre lui plaisait, que l'équipe l'avait relancé. Ouais, sa femme aussi a l'air vraiment bien à Marseille. Ils ont l'air heureux quand même. Quand on voit les photos. Ils ont mis bien, quand même. Ils sont bien installés. On espère que Milik va rester. En tout cas, ça n'empêche pas Lirola de chauffer son téléphone. Parce qu'il y a 2 noms qui sont sortis. C'est Giovanni Simeone, c'est le fils de l'autre, comme on pourrait dire, l'entraîneur de l'Atlético, de Diego. Donc
Lui, il joue à Cagliari, il a fait plusieurs clubs en Italie. Là, il a joué la saison dernière à Cagliari, il a 25 ans, il est sous contrat jusqu'en 2024. Et le petit truc que je vois, il a marqué que 6 buts. Est-ce que c'est vraiment un profil qui peut correspondre? Ça paraît un peu léger, non, Simeone? C'est le nom en fait, plus qu'autre chose. C'est ça. Non, il a des qualités aussi. Non, je dis pas qu'il n'a pas de qualité, mais est-ce que c'est un pur attaquant? Je sais pas. Après, pour moi, ce genre de piste-là, ça fait partie de la multiplication des pistes. Ouais, tu penses que c'est un nom parmi tant d'autres? C'est ça. Je ne suis pas certain que ça aille plus loin que ça. Après des rumeurs, le mercato a commencé depuis peu. C'est dingue, Voilà. c'est dingue cette année. Et c'est que le début. Hein. Un bel annuaire, non? C'est ça. On commence à avoir pas mal de feuillets. Ça, ouais. Donc Giovanni Simeone, on n'y croit pas trop, on verra. Il y a un autre nom qui est ressorti. Et on se souvient, il y avait Feu Jacques Henriero, qui en avait déjà parlé à l'époque. C'est Diego Costa, qui est libre. Alors ça va coûter cher en salaire. Il est, mais moi je voyais plus vieux que ça. Il a que 32 ans, Diego Costa. Il a roulé sa bosse. Ouais, bon, c'est sûr que. Il est marqué physiquement. Mais c'est ouais, ça, il est marqué, il est buriné. On ne sait pas ce qu'il fait après les matchs de foot. Mais est-ce que Diego Costa, lui par contre, c'est un profil de titulaire, c'est un profil de je prends de la place. Est-ce que toi, ça te plaît ou tu te dis non, c'est trop, c'est peut-être, il a peut-être passé son summum. Ben, on en revient à l'équation Milik. Je vois mal Milik rentrer en concurrence avec Diego Costa. Je pense que ce sont des pistes qui sont faites justement au cas où. Des plans B au cas où Milik viendrait à partir. Après, mais si Milik s'en va, est-ce que Diego Costa, tu te dis ça peut être un pari intéressant? Ça reste Diego Costa quand même. Ça reste un joueur Ça pèse sur les défenses, ça cavale. Il est hargneux Ouais. et il entraîne tout le monde avec lui. C'est ça. Je veux dire, si ça dort sur le terrain, c'est un meneur d'homme aussi, c'est pas ça. seulement un attaquant. Il a un peu la mentalité qui colle bien avec la ville et l'équipe quand même. Non, il a le profil pour. On peut avoir des doutes par contre sur... parce qu'on sait qu'il a eu des problèmes un peu psychologiques, il était un peu en dépression, il n'était pas très bien, des problèmes familiaux, perso. Donc voilà, s'il a réglé tous ces problèmes, qu'il est motivé, effectivement ça peut être quand même une option si Milik s'en va, parce que moi je le répète, priorité Milik quoi. Il ne faut pas chercher. Si tu peux garder ce joueur-là, il ne faut même pas chercher à comprendre. Dis-toi que sur la saison, quand on demande les hommes de la saison, je crois que c'est Boubacar Kamara qui sort en premier, ce qui est normal Oui. sur tout ce qu'il a fait. Parce qu'il ne fait qu'une demi-saison aussi. Voilà. Mais tu as quand même Milik et Lirola qui ressortent. Bien sûr. Ils n'ont joué que quelques mois. Exactement. C'est révélateur. Ouais. C'est vraiment des joueurs qui sont au-dessus. Qui sont vraiment imposés. D'ailleurs, petite chose que j'avais notée que je n'ai pas dit pour Lirola, c'est qu'a priori, la Fiorentina il s'intéresse à Çelik, Ouais, le le Turc de Lille. Donc ça, prenez-le. J'ai envie, prenez-le, affaiblissez un concurrent direct et laissez-nous Lirola. Surtout que Lille a besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas trop le choix. En espérant que notre ami Olivier Létang libère Galette. Ça, c'est autre chose. Allez. Ah non, j'avais un dernier nom, pardon. Non, on va partir. Non, je me perds dans mes fiches. On va passer au mercato des concurrents parce qu'on parle un petit peu des concurrents. Tu sais qu'il y a aussi les concurrents, ça nous intéresse. Et là, on a deux petites infos. C'est Jean-Claire Todibo. Franchement, c'est un profil moi, que j'aurais trouvé assez intéressant pour l'OM. On en parle à Nice. Il a été prêté, on le sait, par le FC Barcelone, un ancien Toulousain. On parle d'un montant de 8,5 millions pour le défenseur central qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Et on rappelle qu'il a 21 ans. Qu'est-ce que tu penses de son profil? Et surtout, est-ce que toi, tu l'aurais vu à Marseille comme moi? On a parlé de Saliba aussi, à Marseille. Saliba, c'est aussi une rumeur. Les deux, après, ils ont formé une charnière qui était assez solide. Et les deux se complétaient très très bien d'ailleurs. Ça aurait été une piste séduisante. Mais après, au niveau du profil, moi je me souviens du match face à l'OM. Todibo, j'avais vraiment trouvé très bon dans cette faculté, tu vois, à casser la première ligne balle au pied. Tu parles du deuxième match? Ouais, le deuxième match. Parce que il y avait eu un match où il ne pouvait pas jouer parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Non, le match qu'il a joué face à l'OM, je l'avais vraiment trouvé très très bon. Et d'ailleurs, tu vois bien la différence entre le match où ils étaient là. Oui, ils ne sont pas là, complètement, je suis d'accord avec toi. Là, c'était plus du tout le même match. Bon, a priori, c'est quand même Nice qui devrait le récupérer. C'est quand même une bonne pioche, je pense, pour Nice. Ils sont sur un projet qui m'a l'air ambitieux. Ouais. Après, Galtier, c'est pas confirmé, mais je pense que s'il là, c'est bloqué par les temps en fait, mais il veut y aller a priori. Mais s'il là-bas, c'est qu'il a des garanties quand même. Ouais, complètement. Et sur ce genre de joueur-là, qui maintenant connaît le club, le cadre, que le projet est assez ambitieux, ça peut être intéressant pour eux. Complètement. Ryan, on est à combien en termes de temps là? Combien? Ah ouais, j'enchaîne. Ok. On a un téléphone qui sonne, mais c'est pas vrai, c'est infernal. On a une deuxième option en mercato concurrent, c'est encore un joueur qui a été repositionné par notre ami Rudy Garcia. Ouais. C'est Maxwell Cornet. On en parle à Leeds.
Marcelo Bielsa s'intéresse à Maxwell Cornet. Est-ce que ça te donne cette information? C'est possible, ça le rend polyvalent, un peu à l'image d'un Bounassar, sauf qu'il a quand même sorti quelques bons matchs. Le truc, c'est qu'il a sorti des bons matchs, mais à des moments clés. C'est-à-dire qu'il a été efficace à des vrai. moments où son club en avait besoin. En Ligue des Champions aussi. Voilà, du coup, il est plus mis en lumière par ce genre de match-là. Et je pense qu'il a une belle cote. Après, je ne suis pas spécialement fan du joueur. Non, moi non plus, je trouve que c'est un joueur qui va très vite, mais il a marqué des buts importants, mais souvent il mange quand même. Je trouve que c'est un croqueur de feuilles de match. Ça, ouais. Et après, tu te dis que quand tu vois comment Bielsa il transforme les joueurs, Bielsa il se dit avec le potentiel physique et quand même il a une bonne base technique, peut-être qu'il peut arriver à le faire progresser, parce qu'il a que 24 ans en fait, il est encore jeune. Ça fait un moment qu'il joue complètement du centre. Et puis c'est vrai que Bielsa arrive à tirer la quintessence des joueurs. Tu le dis bien, d'ailleurs quintessence. Une de ses plus grandes qualités. C'est vrai. Il y a d'un effectif qu'on peut juger banal, un peu comme à notre image, parce qu'on se disait qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Avec des joueurs qui n'y arrivaient pas, Mendy il n'avait rien fait avant. Non seulement c'est un grand tacticien, c'est quelqu'un qui connaît le football sur le bout des doigts, mais je pense qu'il y a un gros travail de préparation mentale. Et de nos jours, c'est primordial. Ouais, c'est important. Donc voilà pour le mercato des concurrents. On va pouvoir faire les deux rubriques du coup, puisque j'ai carburé, on a bien avancé. On va parler un petit peu de la formation, ça te tenait à cœur. On en a déjà parlé dans Débat Foot Marseille, mais toi tu voulais aussi en parler. L'OM a quand même recruté 2 jeunes niçois. Ça, quelque part, ça montre aussi une certaine évolution de centre de formation. Tu me disais avant l'émission, ces 2 jeunes-là, avant, ils ne seraient pas venus à Marseille. Jamais, ils seraient restés à Nice. D'ailleurs, il y a tellement de jeunes joueurs de la région marseillaise, des Bouches-du-Rhône qui signaient ailleurs, qu'on se demandait comment ça se faisait. Parce que le centre de formation ne leur paraissait pas attrayant, quoi. Attrayant, performant. Les résultats contre les gros centres, c'était pas terrible non plus il y a quelques années en arrière. C'est vrai. Je pense qu'on a bien progressé sur les confrontations directes contre Nice, contre Monaco, contre Lyon. Ces dernières saisons, on est présent, on a des résultats qui sont plutôt positifs. Dans quelques saisons en arrière, je suis certain qu'ils ne seraient pas partis, surtout que c'est des gros potentiels. Ben Seguir a fait une apparition en Ligue 1, une apparition en Europa League. C'est vraiment des joueurs en devenir et c'est un beau message pour notre centre de formation. En plus, on peut se rappeler que les années précédentes, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt des jeunes bons joueurs de l'OM qui partaient à Nice ou à Montpellier ou dans les centres de formation. Ça veut dire que ça travaille mieux à Marseille. Après, oui, il y a du boulot. On en parlait tout à l'heure, il y a des éducateurs qui sont marseillais et qui travaillent depuis, je ne sais pas combien d'années, mais ils ont vu passer les présidents, les directeurs de centre, les propriétaires, et ils sont toujours là. L'OMCE aussi. Ah oui, bien sûr. Pour nommer ceux que je connais, il y a Samir Feniza, il y a Hakim El Jouini, il y a Ahmed Nouri, qui est très connu, qui avait joué en réserve, il y a Thierry Rodriguez, il y a Brahim Rachidi, Bouillon, il y a Pancho Abardonado, qui est dans le staff avec. Il a été promu, mais il a fait un boulot énorme chez les jeunes. Tous ces éducateurs-là, tous ces entraîneurs-là ont un suivi sur je ne sais pas combien d'années avec les joueurs. Vraiment de la préformation jusqu'au contrat pro. Donc, ça, c'est une bonne chose au niveau du club. Parce qu'ils ne les ont pas gardés parce que c'était des Marseillais ou qu'ils ont porté le maillot de l'OM ou quoi. Ils les ont gardés pour leurs compétences. Et on évolue et à ce niveau-là, c'est quand même une bonne nouvelle. Je trouve ça très bien. Donc c'est-à-dire que quand Denis Zubizarreta il a dit qu'il allait restructurer le centre de formation et faire évoluer, bon, ils étaient déjà là a priori. Mais, les éducateurs, oui. Les éducateurs, oui. Mais il leur a aussi donné les moyens de travailler correctement et il y a quand même. Ça progresse de ce côté-là. Il y a un outil qui a été créé, c'est le campus, les terrains. Il y avait une espèce d'embouteillage au niveau de la commanderie. On les envoyait souvent sur des terrains annexes, c'était compliqué pour les parents. À ce niveau-là, je pense qu'on a bien progressé. Après, on peut décrier le travail de Zubizarreta vis-à-vis de l'équipe première. Mais au niveau du centre de formation et de la structuration du centre de formation, il a été important. Mais écoute, on espère qu'on va voir émerger des joueurs type Camara ou même Max Lopez qui était là la dernière fois dans le live des 16h. Donc on espère voir des jeunes percer aussi dans les années à venir. Bien sûr, et à l'inverse, ceux pour lesquels ils ont des doutes, contrairement à avant, on les gardait. Ils évoluent en National 2. Ils stagnaient quoi. Dans leur catégorie. Les joueurs perdent du temps parce que ça freinait leur progression.
Et là, c'est encore plus criant parce que le Covid, que les compétitions ont été complètement L'année trompées, blanche, quoi. beaucoup de matchs amicaux. Et on en parlait tout à l'heure, il y a Hugo Blondel, défenseur prometteur, hein, et Thiago Koch qui ont signé à Lecce. Ouais, c'est ça. Les deux sont partis à Lecce. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas eu leur contrat pro avec l'OM. Ils n'ont pas eu leur contrat pro, mais apparemment, Longoria parle d'élite. Ouais. Après, il vaut mieux être franc avec les joueurs, avec leur entourage, leur dire ça va être très difficile pour vous de vous imposer. Et Que faire signer des joueurs qui voilà, vont pas. Ça. Après, une cumulation de signatures, ils ont signé Paolo Scortino, fils de Noël qui martyrisait les défenses. Et ils ont signé Joachim Kada, un défenseur central gaucher. Ils ont signé le petit Nazaretchan, Manu. C'est vrai, le gardien. Et ils ont signé Amé Caprice. C'est un polyvalent droit, c'est en 2004. Ok. Donc au niveau des signatures, il y en a moins que la saison dernière. Et ils sont jeunes par contre, ils sont plus jeunes j'ai l'impression. Ils sont très jeunes. Ouais. Il y a, Paolo, c'est en 2003. Kada, un peu plus âgé, 2001. Et Manu aussi, c'est en 2001. Et après le petit Caprice, c'est en 2004. Ah ouais. Donc ça, 17 ans. on espère que ces joueurs-là, ils vont ne serait-ce qu'évoluer avec les pros de l'entraînement, progresser. Et, ça se fera progressivement, un peu à l'image. Toi, tu as de l'espoir avec le coach Sampaoli qui est quand même une émulation par rapport aux jeunes. J'aurais espéré qu'il en fasse jouer quelques-uns un peu plus là, sur la fin. Sur la fin de saison, là où quelques joueurs paraissaient moins impliqués. Vrai. Après voilà, on verra la saison prochaine. Il y a déjà le petit Hugo Bertelli, c'est vrai. qui s'entraînait régulièrement avec les pros. Qui a été appelé avec le groupe qui a été fois. sur le banc. Voilà, il y a Camardin, il y a quelques petits joueurs comme ça. J'espère que progressivement, on va arriver à les incorporer. Après, il faut éviter de les comparer avec des joueurs en activité. Bien sûr. Ça peut faire des bons remplaçants. Ça, voilà. Et voilà, il faut que ça vienne progressivement, qu'ils aient du temps de jeu et la saison va être très longue. On espère qu'ils vont construire aussi ce groupe pro en prenant en compte ça. C'est-à-dire, ce petit jeune-là, ça peut être intéressant. On ne va pas chercher une doublure supplémentaire là. Lui, il peut peut-être faire le mail en remplaçant, tu vois. C'est ça qui peut être intéressant. Il y a encore les deux jeunes aussi. Et j'ai pris Jesus, le Suisse, qui avait été signé, dont j'ai eu de très bons échos. Très bons échos, qui risque d'intégrer la une à la reprise. Et après, le point d'interrogation, c'est ton gars. Le jeune de la Juve, là, avec l'histoire avec Ake. Là. Pareil, je veux dire, si on se fie aux vidéos, aux échos qu'on a, il a des qualités. Mais il n'a jamais joué en pro. Non. C'est l'interrogation qu'on peut avoir à son sujet. Bon, on espère que ça va évoluer. À suivre donc le centre de formation. Je vais terminer avec un petit bon plan mercato parce que j'ai mon ami Pharaon sur Twitter qui m'a envoyé des bons plans mercato. Je vais en citer un. Je crois que c'est un latéral. Si je dis pas de bêtises, je vais relire sur le truc. Ouais, c'est pour faire doublure d'Amavi à gauche. Alors c'est Francisco Ortega, un latéral gauche argentin qui est très offensif, rapide, il me dit. Mais a priori, il serait en fin de contrat, donc il pourrait être recruté libre. Donc ça serait vraiment une bonne opportunité. Il est passé aussi par le Vélez de Heinze. Bon, ça reste à une place d'extra-communautaire. A priori, il n'a pas une grand-mère italienne. Donc voilà, donc ça peut être un truc intéressant. Donc Francisco Ortega, c'est Pharaon qui nous a soufflé ça. Si vous avez des bons plans mercato, vous pouvez les souffler. J'en mettrai un de temps en temps pendant les apéros mercato. C'est aussi ça l'apéro mercato, vous pouvez aussi participer indirectement. Cette émission est enregistrée, oui, on est encore à midi, BK. On se retrouve quand même, on sera diffusé à 17h30. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est Ryan qui me le rappelle. Ryan, tu me le rappelles, c'est ça? Likez cette vidéo, il me fait un grand pouce comme ça. Likez cette vidéo. Merci d'être venu, BK. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Et on se retrouve lundi pour Débat Foot Marseille. Sûrement avec Jean-Charles. On ira encore un petit peu le chercher. Jean-Charles, il a encore un petit mal à l'épaule, mais c'est un guerrier, Jean-Charles. Non, il n'y a plus la tête. Prends rétablissement à Chacha. On lui transmettra à Chacha. Et donc, rendez-vous lundi. Passez tous un bon week-end. Et avec l'Euro, régalez-vous. L'Italie d'hier, c'était quand même sympa. Ouais. Allez, salut. Salut. Ryan Little.